Alors, on est dans Ilchot Gzela ou Gneva. Une loi concernant les rapports humains. Les lois concernant le vol ouvert ou le vol caché. Gezel, c'est quand on vole devant tout le monde. Et Gneva, c'est quand on vole discrètement. D'accord? Donc un gazlan, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de voler. Et tout le monde le sait. Et un ganav, c'est quelqu'un qui fait ça peut-être en cachette. Alors on a vu donc l'interdiction de voler. Et quand on dit voler, ça veut dire même prendre quelque chose pour un certain temps sans demander l'autorisation. Ça s'appelle gezel, d'accord? Utiliser quelque chose qui ne vous appartient pas en disant bon, c'est pas grave, la personne ne s'en rendra pas compte ou alors elle va pas m'en vouloir. D'accord? Donc on a vu que même voler quelque chose qui vaut moins d'une prouta, qui n'a pas de valeur judiciaire, qu'on ne peut pas attaquer pour ça, on n'a pas le droit de le faire quand même. D'accord? Donc, maintenant on va voir l'autre côté. Ça c'est l'interdiction de faire la chose. Maintenant il y a une mitzvah positive du voleur de rendre le vol. Vous auriez pu dire quelqu'un a volé, bon ben très bien, il a volé, ben il a fait une avéra, ben voilà. Il a fait une avéra, en tous les cas il a maintenant l'objet. Il est heureux, il a un objet gratuit. Il te dit non. D'abord l'objet ne sera jamais à lui. D'accord? Dans tous les cas de figure, le gezel n'appartient jamais au gazlan. C'est pas comme on a vu avec l'objet trouvé. Un objet trouvé, pourquoi il vous appartient quand vous le trouvez? Premièrement, parce que le propriétaire a renoncé. Donc la cause de la propriété, la première cause, c'est le renoncement du propriétaire. Quand le propriétaire a renoncé, c'est la première cause pour vous donner le droit à l'objet. Deuxième condition, il faut un changement de domaine. Deux conditions il faut. Le renoncement du propriétaire et le changement d'endroit. Donc quand vous avez trouvé l'objet dans la rue, enfin, ou dans un endroit qui n'est pas le domaine du propriétaire de l'objet, donc pourquoi c'est à vous l'objet, quand vous avez trouvé ça dans la rue par exemple, c'est parce que le propriétaire a renoncé, et deuxièmement, il n'est pas dans le domaine du propriétaire. Il est dans un domaine qui n'appartient à personne. D'accord? Maintenant, dans le vol, c'est différent. Parce que dans le vol, même si la personne a renoncé, l'objet n'a pas changé de domaine. Il s'appelle toujours faisant partie du domaine du propriétaire, même s'il est chez l'autre, chez le voleur. Donc il y a une condition qui n'est pas respectée, et donc, même si le volé a renoncé, il dit ah, je ne retrouverai jamais ce livre qu'on m'a pris, donc vous auriez dit ben voilà, il a renoncé, donc on peut le garder. Il dit non, parce que lui il a renoncé, mais il est toujours dans son domaine, puisque la relation qu'il a avec l'objet n'est pas partie. Donc, à cause de ça, il y a une mitzvah, donc mitzvah positive, de tout voleur de rendre le vol. Donc, il a fait une avéra, une transgression en volant, mais il peut faire une autre mitzvah, qui n'a rien à voir avec la première qu'il a faite.
C'est une autre mitzvah qui s'appelle rendre. D'accord? Alors, comment il doit rendre? Alors, si l'objet restait entier, alors il doit le rendre comme il est. D'accord? Il est be'eina, il est tel qu'il était. Un livre, par exemple. Il a volé un livre, le livre reste un livre. D'accord? Donc, si l'objet reste l'objet comme il était, il doit le rendre comme il était. Mais, si l'objet a changé, par exemple, le cas qu'on donne dans le Talmud, à quelqu'un qui aurait volé de la farine et qui a fait du pain avec, on ne l'oblige pas à réduire le pain en farine pour lui rendre. On le rend. Et s'il a volé des poutres, il a volé du bois, et avec ce bois il s'est fait une maison, on ne l'oblige pas à casser la maison pour lui rendre des poutres. D'accord? Donc on parle ici d'un objet qui reste le même. Si l'objet reste le même, il faut lui rendre tel quel si on peut. D'accord? Maintenant, pourquoi s'il ne reste pas le même, vous n'exigez pas qu'il casse les murs les poutres de la maison ou qu'il réduise le pain en poudre? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pour le punir, vous auriez pu faire ça. Dire, ah, tu m'as volé des poutres, eh ben, rends-moi les poutres, casse la maison. Tu m'as volé de la farine, rends-moi la farine. On voit que non. Pourquoi on a fait ça? Il y a un grand principe qu'il faut connaître. On appelle ça takanat hashavim. Takanat hashavim, ça veut dire on veut arranger le Baal Tshuva. On veut l'arranger. On ne veut pas l'enfoncer, on veut l'arranger. Puisqu'il est gazlan, il a volé, il veut faire Tshuva, il veut rendre ce qu'il a volé. On ne l'oblige pas à casser la maison et rendre pour rendre les poutres. On lui permet soit de donner l'argent que valent les poutres maintenant. Non, que valent les poutres. Oui, que valent les poutres maintenant. Et on lui permet de rendre l'argent de la farine et pas détruire son pain pour ça. Sinon, si on n'avait pas fait takanat hashavim, si on ne faisait pas, on ne trouvait pas une solution à ceux qui veulent faire tchouva, eh bien les gazlanim ne rendraient jamais. Il dit, puisque je m'expose à ce qu'on me casse les pieds, donc je fais le mort et je ne rends pas l'objet. Mais maintenant on me dit, il n'est pas à moi, ben, je le jette à la Seine, comme ça personne n'en profitera. C'est ça qu'on va faire, d'accord? Donc c'est pour ça que les sociétés qui ne se basent pas sur la Torah, elles ne comprennent jamais rien, surtout les gauchistes. Ils vont dans un sens, ils cavalent comme des chevaux dans un sens, ils ne voient jamais l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais de mal quand tu fais une loi? Alors que la Torah qui est équilibrée, elle te dit, on n'est pas là pour se venger des voleurs, on est là pour arranger le voleur. Arranger le volé, arranger le voleur. Alors comment tu veux arranger le volé en enfonçant le voleur? Le voleur, il va pas se dévoiler, il ne va jamais dire qu'il a volé. Alors que là, c'est embêtant pour le volé, parce qu'il ne retrouve pas ses poutres, il voulait ses poutres là. Il ne veut pas de l'argent, il veut des poutres. Mais si on devait casser la maison, jamais le volé va reconnaître qu'il a volé. D'accord? Également, et ça c'est une situation qui se pose fréquemment, quelqu'un vous a volé de l'argent. D'accord? Il vous doit de l'argent, et c'est un gazlan parce qu'il ne veut pas vous le rendre. D'accord? Vous savez qu'il a cet argent. En général, tout le monde a de l'argent. Parce que les gens, ils ont un téléphone, ils ont une maison, ils ont des habits, ils ont de quoi rembourser. 99% des gens ont de quoi rembourser les vols.
à moins que ce soit Madoff, 55 milliards de dollars, mais en général, quelqu'un qui vous doit 1000 shekels, qui raconte pas qu'il les a pas, parce que quand vous rentrez chez lui, il y a au moins 1000 shekels de meubles, etc., que vous pouvez récupérer si vraiment il voulait vous le rendre, il aurait réussi à retrouver, à vendre 1000 shekels de ses affaires. Bon, le monsieur se fait tirer l'oreille, il ne veut pas rendre l'argent, le monsieur ou la dame. Il n'y a pas que des hommes voleurs, il y a aussi des femmes. Maintenant, cette personne-là, donc elle a un statut de voleur. Pitom, un jour, elle fait tchouva. Elle dit, ouais, c'est honteux, j'ai écouté un chiot, je ne savais pas que c'était si grave que ça de voler, j'ai décidé de rendre. Et tout ça, c'est nous, hein, je me suis dit, là, c'est pas les autres, comme il dit Jacques Brel. C'est pas les autres, c'est nous. On fait tout le temps ça. Maintenant, je téléphone au monsieur, au volet, et je lui dis, voilà, Réhouven, tu te rappelles les 1000 shekels que je te dois? Eh ben, je les ai. Je vais te les rendre. Ah, espèce de bandit, il était temps, Quand est-ce que tu me les amènes à la maison? Eh bien non, toi tu vas venir les chercher chez moi. Alors, Takana Tachavim, pour arranger le voleur, on le laisse faire cette proposition et vous êtes obligés, vous, d'aller chez lui pour récupérer votre argent. Vous ne pouvez pas faire la forte tête en disant « Non seulement tu me l'as volé, et en plus tu veux que je vienne les chercher à Tel Aviv, ça ne va pas la tête, tu viendras me les apporter à la maison. » Pas du tout. Pour arranger le voleur, on dit « Tu veux ton argent, va le chercher. » Si l'autre il est sympathique, d'accord, il va venir chez vous. Mais s'il ne veut pas être sympathique, si déjà il dit qu'il a fait un gros effort de vous rembourser ce qu'il vous doit, parce qu'il y en a pour qui ça s'appelle Messirut Nefesh, de donner leur vie pour ça, comme il a fait ce gros effort, on fait une takana tachavim, on fait un arrangement pour le voleur, on lui permet de le rendre là où lui, ça l'arrange. Sinon, il dira, j'aurais bien voulu lui rendre, mais il habite dans une autre ville, j'ai pas envie de me déranger, donc je fais le mort. Pour pas qu'il fasse le mort, on lui dit non, mais voilà, reste là, il va venir le chercher chez toi. C'est ce qu'on appelle takana tachavim. Il y a plein de gens qui ne récupèrent pas leur argent ou leurs objets à cause de ça, parce qu'ils font les fiers, ils disent non, tu me le rends à la maison et c'est toi le voleur. Non, maintenant je suis plus un voleur, je t'ai dit que je te le rends. Maintenant viens le chercher. D'accord? On ne parle pas de gentlemen qui vont lui apporter à la maison, qui vont lui faire un chèque jusqu'à la maison. On ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui est dur à cuire et qui a fait une chouva énorme, il a quand même accepté de rendre l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle takana tachavim. Maintenant, donc on a dit, si l'objet est entier, il doit rendre l'objet comme il est. Très bien. Si l'objet a changé d'allure, eh ben, il doit donner la contrepartie en argent, et ça s'appelle rendre. On dit qu'il a fait chouva, il a rendu l'objet. Quelqu'un qui a volé un livre, par exemple. Il y avait un livre introuvable. Et il a volé. Il était dans la choule, il a vu ce livre, il dit on le trouve nulle part maintenant, je vais le taper. Je vais le prendre sans l'autorisation des gabaïm. Donc il a pris l'objet, donc c'est un gazlan. Lui il dit mais c'est pas un problème, je vais le payer. Je vais le payer, je ne suis pas un vrai gazlan. Je prends le livre et je le payerai. Maintenant quand il veut le payer, le gabaï lui dit mais monsieur, cette édition-là, elle n'existe plus. Vous allez me donner un truc que je veux pas. Une nouvelle édition, je veux pas. D'accord? Alors si il a un argument en disant ben non, il est perdu, je l'ai laissé chez ma grand-mère et mon grand-oncle il l'a emmené en Amérique, je ne sais plus où il est ce livre maintenant. Il ment, peut-être qu'il ment. D'accord? Mais quand vous ne pouvez pas prouver qu'il ment, vous êtes obligé de lui dire bon ben alors rends-moi ce que tu peux, rends l'édition que tu veux. Si vous pouvez prouver que c'est un menteur et que le livre il est bien chez lui sur une étagère, alors
Alors vous lui dites, sois gentil, tu as fait une tchouva, fais-la jusqu'au bout, tu nous rends le livre. S'il ne veut pas, et que vous ne pouvez pas prouver qu'il ment, il vous dit, je vous paye. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous achète toute la série, pas la série entière. Ben, vous êtes obligé d'accepter parce que c'est ce qu'on appelle takana tashavim. Sinon, si le voleur sait qu'il va se faire harceler alors qu'il aurait pu faire le mort et personne n'aurait su qu'il a volé la chose, eh ben, il fera toujours le mort. Il ne voudra jamais rendre la chose s'il sait qu'on va l'embêter. Donc, il faut voir le côté du voleur et pas seulement le côté du volé. Mais il doit faire un petit peu plus que ce que vous Non. Le Shabbat Akzela, non, dans la Torah, il y avait quand on volait un agneau ou un bœuf, etc. Ouais. Non, on parle d'objets ragil, pas d'objets spécifiques dont les versets parlent dans la Mishpatim. Un objet ragil, tu l'as volé, rends-le comme il est, c'est tout. Il peut y avoir un problème s'il a volé une charrue, il a volé un objet de travail, et que la personne n'a pas pu travailler à cause de ça. Alors là, il peut y avoir une évaluation du dommage, etc. C'est un autre problème. On parle d'un objet qui n'est pas un objet de travail. D'accord? Donc rappelez-vous de ce principe que rendre l'objet, c'est une mitzvah positive. C'est pas il n'a pas réparé la Avera. Il a fait une Avera. Mais maintenant, il fait une mitzvah, c'est de le rendre. Et donc, comme il fait une mitzvah, on l'aide. On l'aide à faire cette mitzvah. Donc, vous voyez bien que la Torah, elle est très... Elle voit les deux aspects de la chose. Pas seulement de celui qui se fait avoir, mais même de celui qui vole. Parce que même un voleur, quand il a un yetzer tov, de faire une bonne chose, alors arrange-le, n'essaie pas de l'écraser comme font les sociétés occidentales. Dans les sociétés occidentales, comme en Israël d'ailleurs, quand quelqu'un il fait de la prison, après on dit, bah, s'il a fait de la prison, il ne peut plus rien faire dans sa vie. Mais attends, mais s'il a fait de la prison, ça y est, il a payé. S'il dit il regrette, non, dans la société, il n'y a pas de tchouva. Tu as fait un truc, toute ta vie, ça y est, t'es marqué. Il a fait de la prison, donc il ne peut plus se marier, il ne peut plus trouver de travail. Mais il a fait de la prison parce qu'il a, en tant que dédommagement de ce qu'il a fait, il ne dit pas qu'il est innocent, il dit oui, j'ai fauté, mais je suis en prison, ça y est. On voit que les sociétés, elles n'ont pas de pitié elles ne connaissent pas le Baal Teshuvah. C'est pour ça qu'il vaut mieux être un honnête homme comme Olmert, etc. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal, il a beau avoir 100 dossiers, lui, comme ça, il ne rentrera jamais dans les problèmes puisqu'il est toujours blanc. Mais si vous avez une petite tâche, vous avez volé comme Jean Valjean, vous avez volé un pain, et vous avez été aux galères, ça y est, c'est fini. Ben, vous connaissez l'histoire du Rav Benizri, parce qu'il a eu un problème avec un air conditionné, ils l'ont envoyé 3 ans en prison. Ouais, mais c'était quand même un truc d'air conditionné, vous vous rendez compte ou quoi? Ce qui s'est passé. Alors que Olmert, il n'a jamais rien fait. Shimon Peres, ils n'ont jamais rien fait, tous ces gens-là. Ils ont toujours passé à travers les gouttes. Mais s'ils vous attrapent quand vous avez une tête qui ne leur revient pas, même pour un pain, ils vous enverront en galère. Donc Victor Hugo, il n'est pas mort, vous voyez. Jean Valjean. Bekitsour, dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un il a fait tchouva et qu'il veut rendre l'objet, arrange-le, et va vers lui et dis-lui, allez, donne-moi l'objet et on ne discute pas. D'accord? Même quelqu'un qui a volé, il ne veut pas vous le dire qu'il a volé. Alors il vous dit, j'ai trouvé ça, hein? Commencez pas à lui dire, ouais, c'est pas vrai, tu l'as pas trouvé, tu l'as volé. Il dit, je l'ai trouvé, très bien, bravo, merci. Faites pas le lourd, quoi. Même s'il a rendu, parce qu'il y a eu des remords de l'avoir volé, ne lui dites pas, tu es un voleur, et je vais quand même te casser la figure, parce que c'est toi le voleur. Non, tu l'as rendu, je ne sais rien, je t'ai pas vu voler, je ne sais pas, c'est peut-être pas toi, et donc je me tais. D'accord?
Et alors maintenant, il dit un truc intéressant. Si on vole le public, c'est quelqu'un qui vole le public. Quelqu'un qui vole un individu, alors il peut s'adresser à l'individu pour lui rendre. Quelqu'un qui a volé un public. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il y avait une punition à l'époque, qui est encore valable aujourd'hui. On lui fait faire des travaux d'intérêt public. Comme il a volé du public, il doit rendre service au public. Et des travaux qui serviront à tout le monde. Par exemple Par exemple Ben, il va faire des routes, il va aider dans les maisons de vieux, il va faire des trucs qui sont pour tout le monde. Il va faire du bénévolat dans les hôpitaux. Comme il a nui au public, il payera au public. D'accord? Bon, maintenant il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'acheter d'un voleur. D'accord? C'est interdit d'acheter d'un voleur. Si vous savez qu'un objet a été volé, vous ne pouvez pas dire, puisque de toute façon cet objet a été volé il y a tellement longtemps, le propriétaire y a renoncé, donc je peux l'acheter. On a dit tout à l'heure, non, ça marche pour la trouvaille. Mais pour le vol, non. L'objet n'a pas changé de reshoot, il est toujours propriétaire. Même s'il a renoncé, il est quand même à lui. Donc, tu n'as pas le droit d'acheter d'un voleur si tu sais que c'est un objet volé. Et pourquoi? Parce que tu entretiens la main du voleur. Sachant qu'il y a des clients, alors il continuera à voler. Alors maintenant, on ne va pas dire, mais si c'est pas moi, ça sera un autre, puisque toi, tu fais partie des autres, et donc, s'il y a tout le monde comme toi, eh ben, il ne fera plus ce métier. Il y a plein de voleurs qui sont des voleurs parce que ça marche. Les politiciens, quand ils voient que ça ne marche plus, ils redeviennent voleurs normaux, au lieu d'être voleurs de l'État. La plupart des voleurs, ce n'est pas des voleurs qui restent là-dedans. Ils font ça tant que ça marche. Ça ne marche pas, ils changent de branche. Donc le voleur, il a un magasin d'objets volés, il voit que ça ne marche plus, les gens ne viennent plus, ben, il va le fermer son magasin. C'est ce qu'on te dit. Donc il se découragera de voler s'il voit qu'il n'y a pas de clients. Voilà. Donc tu as une mitzvah de ne pas encourager si tu sais pertinemment que c'est un objet volé. C'est ce qu'ils appellent aujourd'hui, c'est tomber du camion. Vous connaissez ça? C'est tomber du camion. Ben, c'est tous les téléphones, tous les radios, tout ce qui est à des prix dérisoires. Ils appellent ça, c'est tomber du camion. Hein? Soi-disant, le camion roulait à vive allure. Dans le monde entier, ils appellent comme ça, hein, c'est tomber du camion. Le camion roulait à vive allure, et puis il y a des caisses qui sont tombées. Et nous, on les a récupérées, ben voilà. En réalité, c'est tomber du camion. Ils vont à minuit, ils vont dévaliser le conteneur du camion, et c'est comme ça. Ou par exemple, la Géoula, il faisait comme ça. Il rentrait dans des... Comme il savait que Shabbat, les religieux, ils sont... Ah, attention, c'est Shabbat. Ils rentraient dans les entrepôts de costumes, les Arabes. Avec des Juifs avec, bien évidemment, il faut toujours la paix entre les bandits, entre les Arabes et les Juifs, là, ils font la paix. Donc ils défonçaient l'entrepôt à minuit, alors vous entendez un vacarme épouvantable, parce qu'ils cassent les portes. Les gens, ils n'osent pas téléphoner à la police, c'est Shabbat. Ils ne téléphonent pas. Et les mecs, devant tout le monde, ceux qui regardent par la fenêtre, allez, en avant, ils faisaient sortir des centaines et des centaines de costumes et de cravates et de robes de mariée, etc. Dans les marsalim, des endroits où ils savent que ni vu ni connu. Et après, c'est tombé du camion. C'était du vol? Non, c'est pas du vol quand vous défoncez à l'entrepôt à minuit. Quelqu'un en France alors qui achète une voiture, Mais tout le temps, le monde fonctionne comme ça aujourd'hui. Ils appellent ça c'est tombé du camion. Donc vous, quand on vous dit c'est tombé du camion, vous n'avez pas le droit d'acheter.
Parce que vous savez que c'est un vol. D'accord? Ou c'est un vol, ou alors c'est de la camelote, comme on dit, de Chine, de la mauvaise qualité de Chine, et ça vaut pas plus que la moitié du prix que vous l'avez payé. Donc on parle pas de... Si vraiment vous avez eu de la chance que ça s'est cassé au bout d'un jour, donc c'était pas un vol, c'était chinois. Là au moins vous n'avez pas fait une avéra, vous êtes fait avoir. Mais si c'est un bel appareil, et qui marche bien, et que vous l'avez payé la moitié prix, c'est qu'il est tombé du camion, c'est-à-dire que vous avez encouragé les mains du voleur. Et il ne faut surtout pas dire, si c'est pas moi, ce sera des millions de gens. C'est pas vrai. Vous avez compris? Maintenant, si c'est un magasin où ils vendent du volé et du pas volé, par exemple, il y a des antiquaires qui ont des objets qu'ils ont achetés légalement, et puis des trucs qu'ils ont récupérés, soit des juifs de la Shoah, en cachette, dans les greniers, où ils ont arnaqué les vieilles pour prendre des objets. Donc il y a du volé et du pas volé. D'accord? Alors quand il y a les deux, là vous n'êtes pas obligé de savoir. Ah bon? Non, vous n'êtes pas obligé de savoir, vous n'allez pas faire une enquête sur chaque objet du magasin. Comme il y a des choses pas volées et des choses volées, ça c'est pas votre problème. Ne cherchez pas à savoir. Troisième halakha, et on finira avec ça, si vous reconnaissez l'objet volé, vous n'avez pas l'obligation d'appeler la police ou d'appeler le tribunal, vous pouvez le reprendre du voleur. Sans lui demander son avis. Si vous êtes fort, bien sûr. Vous savez que l'objet est à X, et vous êtes fort, vous pouvez reprendre l'objet, et vous ne pouvez pas dire, ah non, on n'a pas le droit, il faut appeler la police, ou il faut appeler le tribunal. Tu as le droit de t'emparer de l'objet, sachant qu'il a été volé. Il faut être sûr, évidemment, il faut être sûr qu'il s'agit de l'objet. Sinon, vous faites un drôle de bide. Si vous avez un objet qui n'est pas à vous, c'est vous qui passez pour un voleur maintenant. Donc si vous êtes sûr que c'est un objet volé, vous avez le droit de faire justice vous-même et le rendre à celui à qui il appartient, sans donner d'explication au voleur. S'il vous pose une question, vous lui direz, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on mette les choses au clair? Restons amis, salut, bye. Et comme il sait qu'il a volé, donc il se la fermera. Bon, maintenant, s'il a la chutzpah de vous dire, c'était à moi, comme ça s'est passé ici, au Hachem, dans le pays de la justice, il y a un monsieur qui habite à Tekoa, un Français qui habite à Tekoa, et il a un centre d'équitation. Comme bon Français, très très naïf, il s'est ouvert un centre d'équitation, et un soir, les voisins, comme par hasard musulmans, lui ont volé son cheval, un des chevaux qu'il avait. Et ils l'ont volé, puis et ils ne se sont pas cachés à quelques kilomètres de là, chez le voisin. Lui, il a reconnu son cheval, parce que c'est un centre d'équitation. Il est parti la nuit avec ses copains, et ils ont récupéré le cheval. Qu'a fait le monsieur? Il a été porté plainte qu'on lui a volé son cheval. Et il s'en procès maintenant. Ah oui, parce qu'elle est prouver que c'est son cheval. C'est vrai qu'il a un centre d'équitation. C'est vrai. En général, les chevaux, c'est les gens qui habitent au Hilton de Tel Aviv qui les font monter au 4e étage, à pied, vous savez, les chevaux. En général, les chevaux, c'est toujours les gens des villes qui les ont. C'est pas les gens de Tekoa qui ont des chevaux. Donc, mais d'après le tribunal, il faut prouver que c'est son cheval. Donc lui, il a voulu jouer la halakha pure, et maintenant il est en procès, parce que l'autre a la chutzpah de dire, c'est mon cheval. Si le cheval pouvait parler, il dirait tu es un voleur. Pardon? Je sais bien les Arabes, ils confondent tout. Non, ils ne confondent pas du tout. Ils savent que... Non, mais ils jouent avec ça. Mais oui, c'est des Amalécites. C'est des Amalécites. Ils ont la chutzpah la plus forte. Je te mens encore plus. C'est très fort.
Voilà. Bekitsur, j'espère qu'il gagnera son procès. Et on ira faire du cheval. Et on ira faire du cheval. Bekitsur, maintenant on va passer à la paracha de Bo. Paracha de Bo. Alors, comme je disais la semaine dernière, paracha de Vaera, on a eu la grêle. Vous vous rappelez? Donc paracha de Bo, on aura la Géoula. Il faut vivre d'après son temps. Ben, si le bon Dieu il envoie la grêle, il nous a envoyé tous les trucs des Égyptiens la semaine dernière, vous vous rappelez? La grêle, la neige, tout ce qu'il y a eu. Là, il y a les sauterelles, là, il y a les élections, là. Les élections, les sauterelles, ben, il y aura la Géoula aussi. Qu'est-ce qu'il y a pour avriller? Parce que je me moque de la politique. Je ne me moque pas de la politique, c'est la politique qui se moque de nous. Vous savez que les élections, ça tombe sur Yud Aleph Shvat. Absolument. Le jour de... La vraie élection, c'est C'est l'élection du Messie. Bekitsur, on est dans la paracha de Bo, et donc il y a une très belle explication du Rav Zevin, si vous avez entendu parler du Rav Zevin, qui c'est le Rav qui a écrit l'encyclopédie talmudiste. Vous avez entendu parler, l'encyclopédie talmudique. Bon, Bekitsur, il écrit dans son livre sur les fêtes, il explique qu'est-ce qu'on voit dans la parashat Bo. On voit que on nous annonce la mitzvah de calculer les mois d'après la lune. D'accord? Calculer les mois d'après la lune, et on nous dit que nous, on doit compter les mois à partir de Nissan. D'accord? On compte les années à partir de Tishri, mais les mois, on les compte à partir de Nissan. Donc maintenant, en Shvat, on est dans le 10e mois. C'est le 10e mois de l'année. Et donc, il dit, il cite le fameux Midrash qui dit que quand Dieu a choisi le mois de Nissan pour libérer son peuple, il a choisi le mois de Nissan comme mois éternel pour calculer le cycle de la Géoula. La Géoula, on la calcule à partir de Nissan. C'est pour ça qu'elle a eu en Nissan. Alors il dit, quelle est la nouveauté qu'il y a eu à la Géoula d'Égypte qu'il n'y avait pas avant? Avant la Géoula d'Égypte, même les patriarches, même Adam Arishon, tout le monde comptait d'après le mois de Tishri. On comptait Tishri, on ne comptait pas Nissan. D'accord? C'est depuis qu'on est sorti d'Égypte qu'on considère Nissan comme le premier. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait besoin de changer maintenant? On a innové quelque chose. Alors il explique que, effectivement, on a déjà vu ça l'autre fois d'ailleurs. Vous vous rappelez que le livre de Bereshit, il se terminait par quelque chose de très bizarre, par la mort de Yosef et l'enterrement de Yosef. On a mis Yosef dans le cercueil, voilà, comme ça se termine le livre de Bereshit. On a mis Yosef dans le cercueil. C'est pas très bien de finir un livre avec ça. En vérité, on dit non, c'est la fin de Bereshit, c'est pas là. C'est Ve'ele Shemot. Ça continue Ve'ele Shemot, Bnei Israël. Voici les noms des Bnei Israël qui sont descendants d'Égypte. Ça veut dire que l'histoire de Yosef, c'est une virgule, et on continue. L'histoire continue avec Shemot. Donc c'est une suite. Donc ça s'appelle le Sefer Bereshit, mais en réalité l'histoire, c'est du Adam Arishon jusqu'à la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on a fait on n'a pas fait de transition. La mort de Yosef, hop, et voici les Israël en Égypte, et on raconte la suite de l'exil et la Géoula. Donc, il explique donc tout le processus de l'histoire de l'humanité. Ça commence avec Bereshit,
Alors vous dites, c'est beau, Bereshit. Dieu, il dit à l'homme, tu vas dominer les animaux, tu vas dominer les phénomènes, tu vas être le maître de la création. Voilà pourquoi l'homme est venu sur terre, pour diriger la création. Il dominera les poissons, il dominera les bêtes, il va apprendre à se servir du feu, de la technique, il va inventer la technologie, doucement, doucement, doucement. Donc on voit que le livre de Bereshit, c'est un livre qui t'explique comment l'homme, il a affaire à la nature. L'homme, on le transbahute, on le transporte dans la nature, dans la Teva, et il doit diriger cette nature. Il doit être le maître de la nature. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est très beau, c'est très très joli, c'est très comment dire, ça tient la route. Mais il y a tout de suite dans Shemot quelque chose qui a tourné mal. C'est que le roi d'Égypte, qui a eu, grâce au Bnei Israël, grâce à Yosef et ses frères, et Jacob, qui est devenu la première puissance du monde, grâce à eux, Pitom, il devient l'homme qui se jette sur les nations et qui en fait des esclaves. Ça veut dire qu'au lieu que on suive Bereshit, que l'homme se contente de diriger les animaux, les poissons, les forces de la nature, non, l'homme, il va s'attaquer à l'homme, il va s'attaquer à l'autre et il va commencer à le torturer. Ça veut dire que toute la technologie de l'Égypte, tout ce qu'ils ont appris de Bereshit, c'est qu'en fin de idéologique, on n'est pas venu pour servir Dieu et mettre le monde à notre service. On est venu nous servir, nous, et mettre les autres hommes à notre service. Ça veut dire tout le sujet de la vision de la galoute. C'est quoi la galoute? C'est quand l'homme, au lieu de se servir du monde et avancer avec, il a besoin d'exploiter les gens, faire du mal aux autres pour exister. Il a besoin de faire du mal aux autres hommes pour exister lui. Ah ouais. Et ça, c'est une torsion qu'on voit dans Shemot, justement. La torsion qui est le contraire de Bereshit. C'est-à-dire que tu aurais dû... Le livre de Bereshit, il aurait dû amener à l'universalisme. Tous les hommes, la main dans la main, utilisent les bienfaits de la nature partout, et ils donnent à manger à tout le monde, et tout le monde en profite. Pas du tout. On voit qu'il y a la loi de la jungle qui commence au niveau technologique. Parce qu'autant des hommes primitifs, Adam Arishon, le monde était primitif, il n'y avait pas très peu d'êtres humains sur le globe. Donc, alors, vous pouvez dire qu'ils ont des réactions primitives. Mais maintenant, on est arrivé en Égypte. L'Égypte, comme on le voit dans la paracha, quand Moshe Rabbeinu dit à Pharaon, je vais t'envoyer encore une plaie, c'est la plaie des premiers-nés, qu'est-ce qu'il lui dit à Pharaon? Il lui dit, Kachatzot alayla, vers minuit. Évidemment, pourquoi il n'a pas dit à minuit? Si tu veux faire peur à quelqu'un, sois précis, dis-lui à minuit, boule, tu vas prendre
une tannée. S'il lui dit à peu près à minuit, d'accord, on dit pourquoi il a fait ça, mon cher Rabbeinu? Pourquoi il n'a pas été précis? Alors on répond que Pharaon, il était aussi fort en astronomie et en astrologie que mon cher Rabbeinu qui était bientôt Rosh à Sanhedrin. Donc ils avaient l'un en face de l'autre les plus grandes technologies pour savoir tout calculer dans le ciel. Mais lui, Pharaon, il calculait son minuit d'après l'heure du Caire. D'après l'heure du Caire, d'après la latitude du Caire. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, quand Dieu lui a dit Chatzot, Moshe Rabbeinu a pensé qu'il pensait d'après l'heure de Jérusalem, le minuit de Jérusalem. Donc il a dit, oh là là, comme je ne sais pas trop comment lui il fait ses calculs, je ne vais pas lui dire à minuit, parce qu'il va m'attraper d'après mon horaire à moi. Et il va dire, ah, t'es rigolo, minuit est passé, il ne s'est rien passé. Donc tu es un plaisantin. Donc Moshe Rabbeinu savait que la connaissance des Égyptiens, qui avaient une technologie dans les mathématiques, dans la physique, dans le génie, ils avaient une très très forte connaissance, et donc il a dit, si je lui raconte quelque chose qui ne marche pas, il va dire, je suis un plaisantin. Donc on voit bien que l'Égypte, c'était pas des hommes primitifs, c'était des gens d'une très haute technologie, et Moshe le savait, c'est pour ça qu'il lui a dit, vers minuit, je ne peux pas te dire quand. Donc on voit que tout ça a servi à quoi? Ça a servi à exploiter tous les peuples, en faire des esclaves au profit d'une minorité de savants. Pharaon et ses copains, c'était des savants. Il avait des savants avec lui et il dirigeait le monde entier. Donc ça veut dire qu'il y avait un sujet qu'on retrouve avec l'Allemagne, avec le pays de la technologie, de la musique, qui est arrivé à utiliser le monde pour le détruire. Donc on voit que le culte de la Teva, quand tu penses nature, un jour vient où je dis, ben la nature, comme les animaux, je les dirige, les poissons, je les dirige, les phénomènes, je m'en occupe, les êtres humains aussi, je vais les diriger. Et s'ils ne sont pas d'accord, à coup de fouet. Et donc on voit que ça veut dire que c'est inéluctable. S'il n'y a pas de kedusha dans la pensée des individus, automatiquement, on va s'occuper de dominer l'autre. Et pourquoi on fait dans ces halachot là de Gezel, etc. Vous voyez bien que le Shulchan Aruch, la Torah elle-même, elle sait très bien que les êtres humains ne sont pas arrangés. Les êtres humains qui fassent le Shabbat ou qui mangent kasher, ils peuvent parfaitement être des gens qui adorent utiliser les autres pour leurs intérêts à eux, qui exploitent les individus. Vous connaissez la fameuse phrase du patron qui dit toujours ton maximum à toi l'employé, ce n'est même pas mon minimum. D'accord? Ton maximum, c'est pas mon minimum. C'est une façon d'exploiter les individus. Je ne te donne aucun droit, je te paye le minimum et je veux que tu me serves comme jusqu'à ce que je puisse presser le citron. Et donc on voit que c'est une tendance chez l'être humain, et ça peut être une tendance très forte chez le juif, et donc il faut faire très attention à ça, de ne pas vivre en pensant que exister c'est exterminer les autres. Tu peux vivre en n'ayant pas besoin d'écraser ceux qui sont autour de toi. Et comment arrive-t-on à ça? En disant, il y a Nissan. Il y a la Géoula. C'est-à-dire qu'il y a un autre système
où je ne fais plus référence à la nature, je fais référence à ce qui est au-dessus de la nature. Je mets une dimension de la foi et de la foi en Dieu, quelque chose qui est au-dessus de la nature pour diriger la nature. Donc si j'ai cette vision du monde, alors automatiquement, je n'ai plus besoin d'exploiter mon prochain, puisque la réussite de mon entreprise, ma société, elle ne dépend pas si j'exploite mes ouvriers ou pas. Elle dépend si j'ai la bracha. Si je respecte comme il faut les ouvriers, et je leur donne leurs heures je les respecte dans leur travail et dans leurs compétences, j'aurai une boîte qui marche. Or, le monde ne comprend pas les choses comme ça. Le monde comprend que le grand doit écraser le petit pour exister. Donc, c'est que les êtres humains, ils fonctionnent d'après le mois de Tishri, pas d'après le mois de Nissan. Et on te dit, la preuve, c'est qu'au mois de Nissan, lui, Pharaon, il a dit à Moshe, mais raconte tes histoires à d'autres. Le monde, c'est la nature, et rien ne peut résister à la nature. C'est la nature qui dirige tout. C'est pour ça qu'il lui a dit, retournez à votre travail. Vous vous occupez pas de troubler le peuple avec des idées de révolution, etc. Et Moshe, il lui dit, alors on va attaquer la nature. Donc les 10 plaies, c'est des plaies qui attaquent la nature. Qui attaquent chaque chose dans laquelle Pharaon croyait. De Teva. Il n'y a pas de... Les plaies ne sont pas des plaies métaphysiques. Il n'a pas attaqué le soleil, le culte du loup, ce que je sais, ce que l'Égyptien croyait. Non, il attaque les choses matérielles dans lesquelles l'Égypte vit. C'est-à-dire, il dit à Moshe dit à Pharaon, la nature, c'est en vérité un semblant. Et dans les affaires, c'est pareil. Dans les affaires, les gens croient que la réussite dans les affaires ou dans ce qu'ils font dans la vie dépend d'avoir de la bonne marchandise, de payer le moins, les gens qui travaillent, et de faire travailler le plus longtemps, et des heures plus longues. Il y a des magasins, pas le jour de la neige, il était en train de téléphoner aux employés, comment ça se fait que vous ne veniez pas envoie-moi un 4x4, j'arrive. Alors que lui, le patron, lui, il s'en fiche. Il téléphone de sa maison au chaud pour demander pourquoi l'employé n'est pas venu travailler le jour de la neige. Tu peux comprendre que l'employé, il a le même problème que toi, il préfère rester au chaud. Ça veut dire que le système de l'être humain, il est en général de croire que c'est la Teva qui résout tout, quoi. Si le magasin est fermé, il n'y a pas d'argent. S'il est ouvert, il y a de l'argent. C'est faux. Il peut être ouvert peu et gagner autant d'argent que beaucoup. Et tu peux être aimable avec la société qui t'entoure et tu ne vas pas pour autant ne pas avoir de bracha. Tu peux avoir la bénédiction grâce justement au respect des autres. Alors que Pharaon, il a dit non, pas du tout. Comme je dirige la nature, les êtres humains, il y a une jungle, il y a des forts et des faibles. Avec les forts, on détruit les faibles. Alors, ce qui était terrible dans l'histoire, ce qui est terrible, c'est que les Bnei Israël, ils y croyaient aussi. Quand on leur a dit, on va casser tout ça, ils ont dit, ouais. Pour l'instant, on a de quoi manger, laisse-nous tranquille avec tes rêves là de Géoula, etc. Pour l'instant, on a un patron, il nous donne à manger, on ne sait pas ce qu'il y aura après. Donc on voit bien que les Bnei Israël eux-mêmes, ils étaient conditionnés dans cette atmosphère-là que la Teva, on ne peut pas sortir de ça. La nature, c'est inchangé, impossible à changer. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu se désespérait lui-même, pas parce que Pharaon est dur,
c'est parce que les Bnei Israël étaient durs. Si les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont toujours cru à un Dieu qui dépasse la nature, ils n'y croient pas, qu'est-ce que tu veux que je plaide pour qui? Je plaide pour un client qui ne veut pas acheter la marchandise. Donc c'est pour ça que quand arrive la Géoula, c'était donc une preuve déjà que les Béné Israël étaient plus propres, plus propices à l'accepter. Et en même temps, ça veut dire que les choses ont changé. Puisque dès que le 15 Nissan arrive, tout le monde s'est rendu compte que la nature n'est pas le dernier mot. La nature n'est pas le dernier mot. Et pour finir avec une petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on dit dans la paracha, Ayom atem yotzim bechodesh ha'aviv. D'accord? Aujourd'hui, vous sortez dans le mois du printemps. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois du printemps. D'accord? Alors, les commentateurs disent, on sait très bien que le mois de Nissan, c'est le mois du printemps. C'est en Nissan que le printemps commence. Qu'est-ce que tu as besoin de me le préciser, puisque tu m'as déjà dit, ils sont sortis le 15 Nissan, alors le 15 du... Je le sais que c'est le mois du printemps. Alors on dit dans le Midrash, comme dit le roi David, Motzi Asirim Bakosharot. Il a fait sortir les prisonniers dans le mois le plus propice. Kosharot, le mois le plus cachère pour sortir. Pourquoi? Parce qu'il fait pas trop chaud, pas trop froid. D'accord? Il n'y a pas tellement de moustiques encore. Il n'y en a même pas encore. Et il n'y a pas de bêtes féroces. C'est le mois le plus agréable de l'année. Alors on dit Asma. Asma. Puisque tu viens de te rendre compte que tu étais opprimé, exploité, qu'on a tué tes enfants, qu'on t'a fait travailler, qu'on t'a fait du mal dans toutes les formes. Puis on te libère. Demandez à un prisonnier qui en a à perpète, comme on dit. Il doit être en prison à vie. Puis vous rentrez dans la prison, un jour de neige, vous dites, bon allez hop, tu sors, c'est fini. Vous croyez qu'il va dire, ah non, j'attends que la neige arrête, hein. Il dit, ouais, donne-moi tout de suite, donne-moi mes affaires. C'est le rêve, je peux sortir un jour de... Moi, je m'en fiche de la neige, je suis dehors. Donc, qu'est-ce que ça aurait pu faire au Bnei Israël si tu les avais fait sortir au mois de Tevet, au mois de Shvat, ou au mois de Tammuz quand il fait chaud? Ça y est, tu es libre. Les Égyptiens, ils te donnent leurs bijoux, le pharaon, il meurt de peur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu prends tes affaires, tout fier, d'accord, en pleine journée. Qu'est-ce que ça peut te faire que ce soit qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau? Motzi Asirim Bakosharot. C'est curieux. Déjà tu sors, ça suffit, qu'on s'en fiche de la date. Il dit non. Le bon Dieu voulait leur dire, sachez que la teva, c'est important la nature. Quelqu'un, même quand il va à la Géoula, il veut que ce soit en petite chemise. Il ne veut pas être obligé de mettre un manteau, et un chapeau, et une écharpe, et des gants. Non, il veut être en petite chemise. Donc, c'est-à-dire que je suis capable, bien que je fasse des très grandes choses, de te faire aussi des petites choses. Parce que les petites choses, ça fait partie de la vie. Et donc le bon Dieu, il a voulu leur dire, non seulement j'ai fait des plaies impressionnantes, mais je voulais montrer aux Égyptiens que la teva, quand vous êtes comme il faut, eh ben, elle correspond à ce qui vous convient. Je fais marcher vos affaires d'après la teva. Or, c'est mieux pour vous de sortir quand il fait beau. Eh ben voilà, vous allez sortir quand il fait beau. Surtout qu'il devait rester que 11 jours dans le désert. Il devait rester que 11 jours. Arriver au Sinaï, prendre la Torah, et après 11 jours, il devait rentrer. Donc ils étaient juste le
temps de la villégiature. Il n'est pas resté 40 ans à ce moment-là. Donc tu aurais dit, c'est pas grave, il serait prêt à partir même dans des conditions terribles puisqu'il sort. Non, non, non. Même la Teva, elle est avec toi. Donc c'est pas comme on l'a dit tout à l'heure, que le mois de Nissan, c'est montré que le monde, il marche pas d'après la Teva, mais au-dessus de la Teva. On te dit, oui, il marche au-dessus de la Teva. Mais même malgré ça, ça ne va pas enlever la Teva. La Teva va rester bien. La nature va travailler avec toi. Pas comme tu aurais dit, ah, il va y avoir que des miracles, donc on va plus manger, on va plus boire, on va... Non, tout va être normal. Mais dans l'intérêt qui te convient à toi. C'est pour ça qu'il y avait besoin de dire, je vous ai sorti, même si on avait demandé à n'importe qui quand il faut sortir, alors eh ben, il aurait dit, ben, c'est le meilleur moment, c'est le 15 Nissan. C'est à la fin de l'hiver, le début du printemps, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que le Dieu a inventé en quelque sorte, a innové le mois de Nissan pour montrer que comme il y avait un système où le monde marchait d'après la nature et quand on va comme ça, on va à la catastrophe, il fallait montrer qu'on est capable aussi de marcher avec une autre phase. La phase de Nissan, pas la phase de Tishri. Et quand tu marches avec la phase de Nissan, la phase de la Géoula, donc toute ta vie, tu la changes. Toutes tes relations humaines, tu les changes, parce que tu ne vois pas les événements comme nature contre nature. Tu vois au-dessus de la nature, et que la nature ne te dérangera pas. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin de la Géoula d'Égypte, pour le prouver. Sinon, ça serait resté dans le livre. Donc il a fallu que ça arrive une fois pour qu'on soit persuadé que... C'est pour ça qu'il y a écrit que tous les jours, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte. Parce que tous les jours, il faut revivre ça. Voilà, donc Bezrat Hashem, dans la paracha de Bo, nous aurons la délivrance tant attendue. Amen.